à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Livrement Vôtre. Livrement Vôtre, c'est le coin des lecteurs et des entrepreneurs livresques, de celles et ceux qui vivent de leur passion, qu'ils soient auteurs, influenceurs, libraires, éditeurs ou entrepreneurs, de celles et ceux qui attendent d'entendre le bon conseil, l'expérience qui les poussera à franchir le pas à leur tour. Aujourd'hui, dans Livrement Vôtre, je reçois Dylan Munoz. Dylan est un journaliste reporter qui est en pleine écriture d'un livre d'histoire de vie sur les mineurs isolés. Dans ce podcast, nous allons revenir avec lui sur son parcours, mais également sur ses motivations, ce qui l'a poussé à écrire un livre et surtout la difficulté de se lancer. Pourquoi se lancer un tel défi ? Pourquoi écrire sur les autres ? Qu'est-ce qui l'anime vraiment ? Comment rester concentré sur son projet et en quoi la légitimité peut être un frein à un projet ? C'est autour de tout ceci que l'on va discuter aujourd'hui. Donc Dylan, avant que l'on discute et qu'on parle de ce projet d'écriture de livre, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Du coup, toi, tu as terminé tes études en 2019 et à la suite et à la fin de tes études, on te propose un CDI que tu refuses. Oui, j'ai bossé au Midi Olympique, c'est un journal rugby national pour ceux qui ne connaissent pas, qui est à Toulouse. J'ai fait mon stage de fin d'études là-bas et il se trouve qu'ils m'ont proposé à la fin un contrat, un CDI, que j'ai refusé parce que j'étais pas non plus fait pour parler de rugby toute la journée et avoir un CDI en contrat dans un bureau, quel qu'il soit, ça aurait peut-être été un autre média, ça aurait été sûrement la même décision à la fin. Puis j'avais envie surtout d'écrire mon premier long reportage. T'avais envie de te sentir plus indépendant. Pour toi, le CDI, c'était quelque chose qui t'allait trop t'enfermer et peut-être pas te laisser assez de liberté ? Disons qu'un CDI dans le journalisme, c'est quand même quelque chose qui est prenant toute la semaine et les week-ends aussi. Donc avoir un projet perso à côté d'un CDI, faut y consacrer toute ta vie. Est-ce qu'on est tous capables de faire 24 heures sur 24 la même chose ? C'est quand même assez délicat. Et donc du coup, juste avant, tu as évoqué ton premier reportage. Donc tu as écrit un gros reportage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Le premier long reportage est pour l'instant le seul, qui est sorti en mi-2020. C'était sur les grands blessés du rugby. Donc je suis jeune du rugby, j'en ai fait pendant 20 ans. Un milieu qui a été un peu impacté par les grosses blessures, c'est-à-dire les personnes qui étaient devenues handicapées, paralysie, tétraplégie, même jusqu'aux commotions cérébrales qui a handicapé pas mal de joueurs. Et j'en ai fait un long reportage avec des joueurs que j'ai rencontrés qui se sont blessés dans les années 90, 2000 et peu plus récemment en 2010, qui ont vu leur vie complètement changer à cause de grosses blessures, quoi. Et il se trouve que j'ai rencontré ces personnes, ça m'a pris quelques mois parce que c'est tombé un peu milieu du Covid. Ouais, pas milieu mais même un peu au début, donc on savait pas trop si on allait être confiné ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu le temps de voir pas mal de blessés, c'était assez génial de rencontrer énormément de monde, que c'est un sujet qui est un peu qui est pas passé sous le tapis un peu au rugby puisque c'est pas non plus très vendeur, quoi. Oui, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Oui, c'est pas, si on veut plus de licenciés, on dit pas que le rugby blesse, c'est dangereux, ou tue, quoi. Ouais. Donc je n'ai rencontré pas mal, des blessés plus ou moins lourds, et il se trouve que ça m'a conforté dans l'idée de quand même pas accepter le CDI, de me lancer tout seul. Et d'écrire sur les autres. Et d'écrire sur les autres, parce que c'est ce qui me semble quand même plus intéressant, c'est d'avoir quand même des histoires humaines qui sont capables de toucher quand même pas mal de monde. Tout le monde est... Peu importe les catégories sociales, je trouve que tout le monde est intéressé par des histoires humaines, peu importe l'histoire, quoi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, donc toi, tu te lances actuellement dans un livre, une non-fiction, du coup, encore écrire sur les autres. Comment on se lève un matin et on se dit « j'ai envie d'écrire un livre et surtout j'ai envie d'écrire un livre sur les autres ». C'est pas se lever un matin et on a une idée qui vient comme ça, mais c'est plutôt le fait d'avoir envie de parler des autres et se dire mais qu'est-ce qui nous intéresse et surtout qu'est-ce qui fait l'actualité et puis ce qui a toujours fait l'actualité depuis que ça existe, c'est l'immigration. Et il se trouve que dans toutes les villes quasiment de France, il y a des centres d'accueil pour migrants et qui m'a semblé hyper intéressant pour les mineurs. Et je regardais à Lyon, parce que je suis de Lyon, et il se trouve qu'à Lyon, il y a le Secours Populaire qui a une branche pour accueillir les mineurs isolés et pour s'occuper d'eux en attendant qu'ils passent devant un forum réfugiés pour accéder à la minorité, enfin à la reconnaissance de minorité. Et si ce n'est pas accepté, de passer devant le juge pour enfants pour voir si ils sont acceptés en appel.
Et il se trouve que j'ai rencontré des gens assez exceptionnels, parce que c'est un monde où il y a quand même besoin beaucoup de bénévoles, et moi quand je rencontre des gens, j'ai envie de vivre un peu ce qu'ils vivent au quotidien. C'est quand même. Ouais, tu veux pas écrire juste pour écrire sur les autres, tu veux Non. vivre ce qu'ils sont en train de vivre, Le but... t'immerger dedans en fait. Je me souviens d'un bouquin qui s'appelle Dans la peau d'un noir de Griffin, et il y a un peu cette morale sous-jacente qui explique qu'on ne peut pas vivre quelque chose qu'on n'a pas complètement vécu. Étant donné que ils vivent des histoires assez terribles, ces jeunes, peu importe leur âge, on pourra jamais vraiment comprendre ce qu'ils vivent. Et il se trouve que dans le milieu associatif, au Secours Populaire, ils accueillent ces jeunes et ils les aident à avoir quand même une vie assez décente, avoir un minimum pour qu'ils puissent avoir un peu d'espoir de s'en sortir, quoi. Et donc j'ai contacté le Secours Populaire, j'ai eu la directrice adjointe qui m'a donné rendez-vous pour qu'on puisse se rencontrer. Et moi, le but, c'était que je devienne bénévole au Secours Populaire, que je puisse être au quotidien avec ces jeunes pour connaître leur histoire, et puis au quotidien des bénévoles. Il me semble que c'est quand même des histoires assez incroyables à raconter, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui passe leur vie à aider ces jeunes. Donc elle savait que tu venais dans ce but d'écrire sur ces jeunes. Je viens pas pour me faire passer pour un bénévole et dire à la fin, finalement j'étais un journaliste. Non, faut que les gens sachent tout de suite qui je suis, qu'il n'y a pas de surprise à la fin. Faut être honnête dès le départ avec tout le monde. Donc je suis arrivé en tant que journaliste. J'ai commencé par donner des cours aux jeunes, ou du soutien scolaire plutôt aux jeunes. Et c'est là où j'ai commencé à discuter avec eux, à parler avec eux. Et c'est vrai que c'était une partie assez grosse de mon boulot, c'était d'avoir leur confiance pour qu'ils puissent discuter avec moi de leur histoire, avec toujours cette idée qu'ils peuvent me raconter exactement ce qu'ils veulent. Je peux pas enquêter sur leur vie perso, c'est-à-dire que la moitié des jeunes qui arrivent ici ont pour objectif de s'en sortir, quoi. Et du coup, comment tu peux gagner leur confiance dans ce cas-là? Comment tu t'arrives et tu dis ouais, je vais écrire quelque chose sur vous? Enfin, comment t'arrives à instaurer un petit peu ce climat de confiance, de dire je veux écrire sur vous, quoi. Ouais, mais en fait ça marche un peu par étapes, c'est-à-dire que t'arrives, tu te présentes d'abord à la directrice du pôle mineurs isolés, qui passe peut-être 40 heures par semaine à s'occuper des jeunes de façon bénévole, ça aussi c'est assez exceptionnel. Et elle s'occupe d'accueillir les gamins, de leur donner une carte pour aller au restaurant, d'avoir un ticket pour récupérer des vêtements s'ils en ont pas, de faire en sorte qu'ils puissent avoir un minimum pour vivre, quoi. Et donc je rencontre cette personne, et le feeling passe super bien, parce que c'est une femme assez géniale. Et on discute, et le feeling passe bien, et elle dit je te propose de donner des cours du soutien scolaire aux jeunes pour qu'ils puissent te connaître. Et puis j'arrive, puis un bénévole qui m'accueille et qui me présente auprès de tout le monde, un peu de façon informelle, en disant voilà, je vous présente Dylan, c'est un nouveau bénévole, il va venir vous filer un coup de main. Et moi, en discutant, mais ça m'a pris, j'ai bien passé 6 mois de ma vie, tous les jours à venir pour parler aux jeunes et leur dire voilà, tu viens d'où? Moi je suis journaliste, j'aimerais écrire un truc sur ce que vous avez vécu, etc., sur le Secours Populaire qui accueille les jeunes, sans me cacher. Et puis Dominique, la personne qui s'occupe des mineurs isolés, m'a présenté des jeunes en me disant voilà, lui il vient d'arriver, si tu t'intéresses de discuter avec lui. Vraiment, j'ai pas été tout seul à être dans mon coin et à dire faut que j'aille vers les autres, et c'est même eux qui sont venus vers moi. Puis après tu crées des liens, au bout de 6 mois tu crées des liens avec les jeunes, tu fais des activités avec eux, tu vas marcher, tu vas faire du sport. Ça a été bien accueilli au final. Oui, je pense que je suis pas un bougre qui vient juste pour avoir ce qu'il veut et puis qui part au bout de 3 semaines. Oui, c'est vraiment des histoires qui m'intéressent. Après, c'est sûr que c'est délicat de rentrer dans la vie perso des gens. C'est un truc qui est assez dur quand t'es journaliste et que tu veux faire du fond dans un sujet, dans des histoires de vie assez dures, à te dire pourquoi eux veulent se confier à moi et pourquoi je vais pas juste me faire envoyer chier, quoi. Et c'est jamais arrivé, c'est-à-dire que c'est des gamins, s'ils veulent pas discuter, ils discutent pas. Plusieurs fois, j'ai discuté avec des jeunes, je sentais qu'ils avaient pas envie, tu forces pas pour insister et te dire voilà, c'est mon boulot, j'insiste, et puis s'il veut pas parler, je le force. Oui, non, le but c'est que eux aussi ils trouvent une sorte de réconfort. C'est quoi derrière qu'ils y trouvent au final, à se confier à toi et se dire mon histoire elle peut être intéressante? Je sais pas si ils sont pas là à se dire je vais raconter mon histoire parce que
je peux en retirer quelque chose, ou en tout cas la cause peut en retirer quelque chose. C'est qu'ils ont confiance en moi. Moi, ça m'intéresse. Eux, ça les gêne pas ça gêne pas d'en parler. Faut que, en soi, tu le dises au lecteur quand tu vas écrire le truc, le reportage, le livre ou quoi que ce soit, que toutes les histoires que tu vas raconter, c'est des histoires que tu as recueillies, que tu as enquêté sur comment ils sont accueillis à Lyon, parce que le livre que je suis en train d'écrire, c'est pas que des histoires de leur vie, quoi. C'est savoir comment ils sont accueillis à Lyon, comment ils arrivent à s'en sortir, quoi. Il y a un des jeunes que je suis pas mal, que j'arrive à voir assez souvent, qui est passé assez brièvement au Secours populaire, et qui avait 0,5 de vue sur l'œil droit et 3 sur l'autre, quoi. Donc il a traversé l'Afrique de Guinée jusqu'à Lyon à 3/4 aveugle. C'est-à-dire que dès que la nuit commence à arriver, il voit vraiment plus rien. Il a traversé de la Guinée jusqu'en Algérie pour prendre un bateau et arriver dans le sud. Et arrivé jusqu'à Lyon, et quand tu lui demandes mais comment t'as fait, parce qu'il avait pas d'argent, il avait zéro argent, il fait les gens m'ont pris en pitié, et puis je voyais rien, et qu'ils m'ont aidé. Et toute son histoire, tout son parcours, ça a été à base de bruit, de forme, de faire confiance à des gens. C'était soit ça, soit il était pas soigné, il mourait chez lui aveugle, parce que quand t'es aveugle et que t'as pas d'argent pour te soigner, et personne autour de toi t'aider, encore une fois, voilà, c'est son histoire, c'est ce qu'il me raconte, mais quand tu le vois avec une cataracte énorme aux yeux, sur les 2 yeux, ça, il l'invente pas. Et quand il me dit du jour au lendemain, je me sentais aveugle et si je restais, je savais que j'allais me suicider parce que je pouvais plus rien faire. Et la seule solution, c'était de venir me faire soigner. Et la première idée qui lui vient, c'est pas d'aller dans la capitale du pays où il est ou dans un pays voisin, c'est de venir en Europe et en France parce qu'il parle français. Voilà, c'est des histoires de vie, moi, qui me touchent et qui me donnent envie d'écrire. Et après, quand tu t'engages beaucoup dans des histoires de vie comme ça, avec des jeunes, quand tu t'impliques dans une vie, au bout d'un moment, tu leur dois quelque chose parce qu'ils se sont beaucoup livrés à toi, ils t'ont beaucoup aidé, bénévoles et jeunes. Tu te sens redevable dans le sens où tu peux pas partir du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, je continue à aller leur filer, moins souvent que tous les jours, évidemment. Je vais peut-être un peu digresser sur Non, mais c'est pas grave, c'est le but d'un podcast. Et donc, je sais même pas d'ailleurs quelle est ta question de départ, je sais même pas si j'y ai répondu. Si. Mais du coup, ça ouvre sur une autre question, à savoir, c'est intéressant, t'as dit juste avant, voilà, moi c'est ça qui me plaît, c'est d'écrire sur les autres. Mais justement, à quel moment tu te dis, moi j'ai envie d'écrire un livre, mais j'ai envie d'écrire un livre sur les autres. À quel moment tu te dis, j'ai envie d'en faire un livre et de le partager au grand public? À la base, ce que je fais sur les mineurs isolés, c'était un reportage. Je voulais en faire un reportage. Et puis, je suis resté 2 mois, 3 mois. Et je trouve qu'au bout d'un moment, je me retrouve à plus de 6 mois avec une masse d'informations assez énorme. Mais à la base, ça devait être un reportage. Je me suis dit, mais j'ai trop d'histoires à raconter, et trop d'interviews, et pour en faire ce serait dommage que ça soit juste un reportage, quoi. Donc le livre, s'il se fait, parce que c'est toujours une zone un peu grise, on sait pas si on va terminer, si on va réussir à en faire un livre, parce que c'est quand même difficile. Et te dire que t'arrives à vouloir en faire un livre, c'est un truc qui se pose un peu, entre guillemets, comme une évidence quand tu te retrouves avec des histoires acculées, avec une masse d'informations. Donc ce livre, tu le fais et pour toi, et aussi pour ceux qui s'intéressent, mais pour aussi tous ceux avec qui t'as fait tout ça, quoi. Parce que malgré tout, c'est pas eux qui écrivent, ces jeunes, c'est eux qui m'ont... Oui, c'est un peu leur projet aussi, voilà. Quelque part. Malgré tout, c'est ça. À travers toi. Exactement. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus difficile justement quand on veut se lancer dans ce type de projet? Est-ce que ça va être avoir l'idée, rencontrer les gens, la solitude, écrire? Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on se lance dans ce projet, de se dire, ok, je veux écrire un livre? Déjà, tu sais pas faire, quoi. Écrire ton premier livre quand t'es tout seul. Quand tu essaies d'écrire un livre, tu lis énormément, donc t'as que ça comme base, quoi. J'ai beau avoir fait une école de journalisme, on t'apprend ni à faire du très long format, ni à écrire un livre, quoi. Et donc du coup, t'apprends par toi-même. Il y a des écrivains qui créent un personnage et qui créent un univers tout autour du personnage et qui avancent comme ça. Il y en a d'autres qui ont besoin de créer tout un univers et puis après les personnages. Et puis, je pense que chacun avance comme il le fait, comme il le sent. Et puis après, il se trouve que moi, j'ai essayé de faire une trame. C'est dur parce que tu te dis, bon là j'ai parlé de ça, puis tu te retrouves à un moment donné, tu fais ouais mais si je parle de ça, faut que je parle de ça, donc tu reviens en arrière, t'effaces, tu recommences. Tu te retrouves avec 45 pages et t'en as 5 de potable, quoi.
Et dans ces 5-là, tu vas recommencer à les écrire 10 fois. T'es jamais sûr de toi. Et puis surtout, tu te retrouves avec des questions du style mais qui ça va intéresser? Je suis en train de me lancer dans un truc que je sais pas faire, qui va peut-être mal fait et qui va intéresser à peu près ma mère et ma sœur, quoi. Ouais. Tu te lances dans un truc où en fait c'est complètement à l'aveugle, tu sais pas du tout, ça se peut Non, tu vas droit dans le mur. Tu sais pas où tu vas, puis ça prend du temps, puis les gens qui t'entourent, tu leur parles un peu du projet, mais ça prend du temps, ils ont l'impression que ça fait 10 ans que t'es dessus, et tu leur dis ouais bah là, je suis en train d'écrire, et puis ils ont l'impression que ça aurait dû être fini il y a 6 mois. Ouais, mais parce que les gens se rendent pas compte aussi du gros travail qu'il y a derrière, et que Ouais. c'est pas juste se mettre derrière son ordinateur et écrire. Non, oui, mais la récolte dans un info, d'histoire, d'interview, des créations de l'histoire, d'écrire. Et quand t'es tout seul, c'est des questions à se poser. Puis finalement, tu commences à écouter les autres. Tu te dis, ouais, c'est vrai que ça fait un moment que je suis sur le truc, j'ai toujours pas avancé. Tu vois, mais en fait, là, en fait, tu t'es mis pendant 3 mois à faire que ça. Et puis t'as très peu avancé, assez peu avancé. Puis les autres, ils te voient pas avancer. Et puis ils te disent, ouais, bah t'as fait quoi pendant 3 mois? Ouais, en fait, c'est un gros travail de fond et en arrière-plan que les gens ne voient pas forcément. Et puis tu commences à écrire et puis tu discutes encore avec des gens. Puis l'histoire suit son cours de mon jeune que je suis. Lui, il continue à être scolarisé, à suivre ses cours. Il se fait opérer des yeux. Il réussit à se faire soigner petit à petit. Donc je suis pas dépendant que de moi. Je pourrais écrire aussi très vite. Ouais, mais c'est pas le but. Et de toute façon, l'histoire, si elle est pas finie, elle est pas finie, quoi. Ouais. Parce que là, du coup, l'objectif. Est-ce que tu as un objectif en tête final, dans le sens où est-ce que, voilà, quand on écrit un livre, on se dit, ok, moi, mon but, c'est d'écrire telle chose et de le faire publier, et de le faire connaître, ou alors, toi, ton objectif d'abord, c'est de se dire, ok, je veux écrire et puis on verra bien ce qui se passe. Quand tu te lances dans ce type de projet, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, en fait? Bah, qu'il soit publié, je pense que dès que tu commences à écrire quelque chose, c'est quand même l'objectif principal de te faire publier, quoi. Après, dès que tu commences à écrire un livre, je pense que d'être publié, ça reste dans un coin de ta tête, mais tu penses pas tous les jours non plus. De toute façon, t'as pas de deadline, il n'y a pas une maison d'édition qui t'appelle et qui te harcèle pour te dire que ton livre, tu dois le rendre dans 3 mois. Et j'ai oublié ta question, parce que je commence à partir ailleurs, mais j'ai oublié ta question. Je te demandais du coup, quand à partir du moment où tu te lances dans ce projet, tu dis ok, j'ai envie d'écrire ce livre. Est-ce que tu visualises un objectif final ou pas forcément? Non, tu dis bon, on verra bien ce qui se passe. L'objectif final, moi je vais l'écrire. Je sais que je finirai de l'écrire, mais ouais, l'objectif final, c'est que ce soit quelque chose de correct et qu'il soit publié. Que ça marche pas, ce serait autre chose, mais qu'il soit publié, ouais, j'aimerais bien, vraiment. Après, on a un peu tout ce syndrome de faire quelque chose et que ce soit reconnu, quoi. C'est un peu tout le monde, peu importe le domaine, c'est quand même difficile de te lancer dans un truc en te disant ça marchera pas, c'est pas grave, je passe sur autre chose. Quand t'es un sportif de haut niveau, quand ton objectif c'est d'être le meilleur dans ton domaine, peu importe le domaine sportif, quand t'arrives pas et que personne n'arrive à te reconnaître dans ce qui toi et toute ta vie, tu te dis consacrer à peu près 10 ans de ma vie à faire un sport dans lequel je vais performer et je vais vivre de ça, bah ça marche pas. Et te dire que bah, je vais faire autre chose parce que ça, du coup, c'est pas fait pour moi. Et bah, tu te dis, ouais, bah, t'en fous un coup moral, quoi. Donc, soit tu passes à autre chose et que t'arrives à trouver une autre passion, soit tu te dis, bah, j'insiste et un jour ça marchera. Et puis, je préfère mourir en essayant de faire ça et que ça, même si ça marche pas, moi j'aurais tout fait, mais que d'abandonner et te dire, dans 10 ans, j'aurais peut-être dû insister un peu plus, quoi. Beau. Et c'est vrai. C'est beau. Ouais, c'est vrai que tout ce que je dis depuis tout à l'heure, même si j'articule pas, c'est un de mes défauts. Hein. Si les gens se font chier en m'écoutant, c'est pas bien grave, mais je préfère insister, et puis peu importe, tant que ça prend, ça. Ah, mais c'est bien, je pense que c'est une bonne motivation aussi. Puis je me dis, il y a tellement de livres qui sortent qu'un de plus, un de moins. Oui, et puis de toute façon, il en faut pour tous les goûts aussi, hein, de toute façon. Des livres un peu... Alors, on peut dire que c'est quoi? C'est un livre reportage, un livre documentaire, un livre histoire de vie. Toi, tu le tournes de quelle façon? Tu vas vraiment mettre tes interviews vraiment en brut comme ça? Est-ce que tu vas romancer le truc? Est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à tout ça? Il y aura... Si c'est... En fait, tu peux romancer, ce sera romancé dans l'idée où va falloir que je fasse une trame et une histoire tout au long du livre, quoi. Mais je vais rien inventer, si tu veux. Ouais. De
tout ce qu'il y aura dans le livre sera vrai, je l'aurai vécu, je l'aurai ressenti, puisque le but aussi c'est de raconter un peu comment moi je ressens les trucs, que la personne qui lise n'est pas juste l'histoire en elle-même, elle se fait son avis, puis rideau. Ça sera la première personne, je dirais ce que, tu vas je parler ressens. comme si c'était toi. Je sais qu'on c'est un peu, il y en a qui aiment pas trop les livres à la première personne, le jeu. Je sais pas si toi t'aimes bien les gens qui parlent. Non, si l'histoire est intéressante. Il y en a qui trouvent que tu exclus le lecteur si tu parles de jeu en pensant que tu donnes ton avis. Non, c'est bien aussi de lire et d'avoir des informations justement à travers le regard de quelqu'un d'autre et de quelqu'un qui a vécu justement les choses. Et après, je pense que moi, c'est pas excluant, c'est justement une autorisation au lecteur d'avoir et son propre avis, l'avis de l'écrivain, et de le faire en lui-même. Mais moi, je pense que le jeu, justement, c'est au contraire... Oui, ça ne devrait pas être un frein. Non. Et c'est quand même plus agréable de parler au jeu. Enfin, pour moi, après, j'ai lu beaucoup de livres où il n'y a pas de jeu, et c'était tout à fait génial, mais... Ouais. Moi, j'ai besoin, en tout cas quand j'écris ce début de livre, de parler de ce que je ressens moi, quitte à parler de ma vie perso, pour me dire, voilà, pourquoi je pense ça, parce que ma vie, c'est ça en ce moment, et ce que j'ai vécu, ça me rappelle ça. Oui, tu as besoin de mettre une sphère vraiment émotionnelle et privée dans ce que tu Mais je pense que c'est important, quand tu parles d'histoire de vie, tu peux pas prendre juste le fait brut et te dire, bah voilà, c'est comme ça, je trouve que ce qu'il fait c'est n'importe quoi, ou il a aucune raison de faire ça, pourquoi il s'énerve là, il n'y a rien qui fait que il s'énerve, sauf que derrière t'as un espèce de background du mec qui a vécu un truc horrible, et toi un truc qui t'échappe et que tu comprends pas, lui ça a un tout autre sens, quoi. Donc à partir du moment où tu te mets à la place de la personne et que tu comprends, et que toi, tu expliques comment tu l'as ressenti, le lecteur, je pense qu'il fait la part des choses, parce que le lecteur, il est quand même intelligent, et il sait que ce qu'il lit, il faut le prendre avec... T'es pas d'accord avec moi? Sur le champ que tu hoches la tête et tu penses que... Non, mais je pense que ça dépend. Surtout sur des sujets aussi touchy, parce qu'au final, le sujet de l'immigration, c'est un sujet qui est hyper touchy. Chacun, justement, va avoir son propre avis dessus. Bien sûr. Et on aura beau leur présenter effectivement une enquête ou quoi que ce soit, quelque chose de fond, avec de l'émotion. Si la personne n'est pas ouverte à ça, je pense que tu auras beau mettre toute l'émotion du monde, ça ne changera pas. C'est des sujets qui sont... mais c'est hyper intéressant quand même, hein, mais c'est des sujets justement sur lesquels le lecteur va pouvoir émettre son propre avis aussi. Mais ça reste des sujets qui sont quand même hyper touchy, quoi. Tu peux avoir ton propre avis, peu importe le sujet, mais tu peux avoir ton propre avis et être contre l'immigration, contre les mineurs isolés, contre tout ça, et lire le livre et être d'accord avec les personnes. Et même si ça change pas ta façon de voir les choses, moi je suis pas là, j'écris pas un livre pour changer la vision des gens sur un sujet, quoi. Si tu veux, quand je suis arrivé au Secours Populaire pour dire mon projet, pour expliquer ce que je voulais faire à la directrice adjointe, il se trouve qu'elle a fait une phrase qui m'a un peu marqué, c'est-à-dire qu'elle m'expliquait qu'il y en a qui étaient très forts pour parler de ce qui s'est passé dans l'histoire, d'autres qui sont très forts pour dire comment ça va se passer si on continue comme ça, mais nous on est dans le présent, c'est-à-dire qu'on aide les gamins qui sont là, quoi. Donc moi je suis aussi là pour expliquer comment ça se passe aujourd'hui avec les gamins qui arrivent ici. Oui, tu cherches pas à donner d'explications. Je vais pas faire de géopolitique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas mon domaine, je suis pas le meilleur pour ça. Si je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu de géopolitique, de comprendre les choses dans le livre, j'irai voir des mecs, des mecs ou des femmes d'ailleurs, qui sont spécialistes du sujet, et je vais pas juste en prendre un, quoi. C'est ça qui est dur, quand il faut confronter un peu les avis, savoir comment ça se passe dans un pays. Oui, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'histoire de vie et ce qu'ils vivent à l'instant présent et comment on les aide là-dedans. Oui. Moi, voilà, après on reste un journaliste humain, avec des défauts, des failles, et tout ça va se retranscrire dans le livre, quoi qu'il arrive. Après on me dira, c'est cata, t'aurais mieux fait de vendre des chaussures, que t'aurais été meilleur, quoi. Même si j'adore les gens qui vendent des chaussures, c'est pas un souci. Mais... Et du coup, est-ce que le fait d'écrire sur les autres de cette façon reportage, documentaire, est-ce que derrière ça te donne envie d'écrire plus, mais de façon différente, où tu te dis, moi j'ai envie d'écrire, mais uniquement de faire du reportage, uniquement de faire de l'histoire de vie, où tu te dis, tiens, pourquoi pas un jour faire un roman, faire quelque chose de beaucoup plus romancé, toujours en s'inspirant peut-être de faits réels, mais en faisant quelque chose de plus du roman, quoi. C'est quand même dur de romancer, hein. Parce que je suis pas très roman policier, mais pour en avoir lu quelques-uns, sous tes conseils d'ailleurs. Oui, bon conseil. Excellent conseil. Comment elle s'appelle cette autrice ?
Albright? Non, MJ Arledge. Arledge. Amstramgram. Exactement, Amstramgram, et le deuxième, je ne me souviens plus du titre. Mais faut avoir une imagination. Moi, je pense pas avoir autant d'imagination. Faut être carré, faut savoir où tu vas. Moi, je pense pas être assez fort pour ce que je fais, je pense pas. Mais être assez fort pour ce que je fais pas, je pense encore mais moins. Du coup, c'est toi qui t'auto-mets des barrières, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Si tu veux, je préfère parler de ce qui est vrai. Ça me donne de la matière qui existe déjà. On sait pas de ce qu'on fera demain, mais je pense pas être assez fort pour inventer des histoires et. Moi, tu préfères rester dans le fait réel. Ouais, en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me plaît, quoi. C'est le plus important. Pour terminer là-dessus, est-ce que t'aurais un conseil ou quelque chose à dire, par exemple, si quelqu'un nous écoute et aurait envie de se lancer, que ce soit dans l'écriture d'un livre, que ce soit reportage ou roman, peu importe, mais qui se dit, un peu comme tu le dis toi aussi, que tu te sens pas forcément légitime, mais que tu le fais quand même parce que ça te passionne. Qu'est-ce que... Parfois, j'ai souvent, surtout avec ma situation, des moments de doute où tu te demandes pourquoi tu fais certaines choses. Et ça m'arrive aussi de me dire, mais en fait, on est tellement rien, on est tellement une espèce de petite poussière dans l'univers, dans ce monde, dans cet univers, que tu te dis, mais pourquoi je vais pas tenter de faire ce que j'aime, et puis ça marche, ça marche pas, et puis... mais tout faire, attendre et ne pas tout faire pour faire ce qu'on a envie de faire, moi, je trouve ça assez dommage. Et en ce moment, à côté, je suis parler un peu de moi. Parce qu'on fait pas ça depuis tout à l'heure, c'est ça qui est génial. Je traverse la Loire en kayak avec un ami en essayant de battre un record. Et pour un peu alimenter la page Instagram de cette traversée, pour que ça ait un peu d'impact au niveau des réseaux sociaux, j'ai fait des petites interviews de jeunes, parce qu'on le fait pour une association. Ouais. Donc de jeunes de l'association pour qui on le fait. C'est un ITEP, donc c'est un institut qui accueille des jeunes reconnus handicapés, qui ont des troubles du comportement. Il y a des anciens de l'ITEP qui ont accepté que je les interviewe en audio ou en vidéo. Et il y a un des jeunes, un peu taciturne, j'ai l'impression qu'il était là parce que sa mère lui avait dit de venir, parce que sa mère était là, avait accepté de discuter aussi. On sentait pas l'engouement pour discuter. Et quand je lui pose des questions, il répond un petit peu. Et il se trouve qu'à un moment donné, je lui dis, mais... est-ce que tu as la même question que tu me poses? Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui sont un peu réfractaires à venir dans des instituts comme l'ITEP pour avoir une scolarité un peu différente, mais qui serait peut-être plus adaptée à eux? Et puis il est parti dans un immense monologue en disant écoutez, s'ils ont envie d'avoir des projets, parce que lui il a commencé à avoir un projet pour être ambulancier, pour avoir un boulot, ce qui n'était pas gagné, parce qu'avec les troubles qu'il avait, d'avoir un boulot stable, etc. Et il expliquait qu'il dit, mais si vous avez envie de faire quelque chose, même si les gens ne croient pas en vous, même s'ils sont là à vous dire que vous n'y arriverez pas, en fait, faut pas les écouter. Foncez, faites ce que vous voulez. Moi, au début, ça a été hyper compliqué. Plein de fois, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Puis, il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, je suis très fier d'avoir fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis, si les gens croient pas en vous, séparez-vous d'eux, quoi. C'est très juste. Très juste. Et surtout qu'il avait lâché à peu près 7 mots depuis le début de l'interview. Et puis il est parti dans une longue tirade que j'ai plus trop en tête, parce que j'ai pas encore tout retranscrit. Ça l'a inspiré. Ça l'a inspiré, je pense qu'il avait envie de le dire, quoi. Ouais. Et je trouve ça, ce message encore plus vrai que si c'était moi qui le disais. Ouais. C'est important de l'entendre de la bouche de ces personnes-là, pour qui c'est beaucoup plus difficile, et de se dire, même quand c'est difficile... vous pouvez y arriver, quoi. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant que ces mots viennent de ça. Oui, mais au final, c'est ce qui te représente. Pour toi, c'est un conseil qui est important et que tu appliques toi au final. Parce que c'est ce que tu as dit tout au long de tout ce qu'on s'est raconté. À chaque fois, tu redis la même chose. Je préfère me casser la figure et puis aller dans le mur, mais au moins, j'aurais pas le regret de me dire je l'ai pas fait. Et... Oui, c'est sûr. Après que ça marche, que le livre se vende pas. Ce sera plus la fierté de l'avoir fait et d'y être allé jusqu'au bout. Tu te dis quand même, t'as écrit un bouquin, c'est pas rien, quoi. Moi, c'est un truc, je me dis, j'aurais écrit un livre et j'aurais fait quelque chose de bien, quoi. Que j'aurais aimé, de bien pour moi, parce que j'aurais eu envie de le faire. Oui, il faut le faire pour soi avant tout, avant de le faire pour les autres. Tu vois, toi aussi, tu dis des belles choses. Ouais, et je pense que c'est une très belle phrase pour conclure. Oui, mais je pense. Merci, Dylan. De rien, avec plaisir. J'espère que j'ai été audible et clair. Écoute, on verra ça. Je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, franchement, c'était très, très intéressant. J'espère que ça en motivera plus d'un
Peut-être que certains qui Oui. nous écoutent hésitent à se lancer pour écrire leur livre et peut-être que Bah après que le projet prenne 6 mois ou 10 ans, Ouais. s'ils ont envie de se lancer dans le truc, ils se lancent, il n'y a pas de... il faut y pas aller, d'y- Bah il oui, faut il foncer. n'y a pas de mauvais sujet, de mauvaises idées, quoi. Tu as tout à fait raison. Bon, merci Dylan, Merci en à tout cas. toi. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast avec un nouvel invité et des nouveaux sujets. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toute l'actualité. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast pour ne rien louper. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.